l'histoire, les personnages, l'écriture. Parfois, l'histoire est très simple ou très classique, un thème de vengeance par exemple, ou des histoires de cet ordre-là, mais l'écriture mérite à elle seule la publication. Alors il y a différentes manières de répondre à cette question, puisque on est une jeune maison, et évidemment il y a les manuscrits au début quand on a démarré, où comme on était inconnu, on allait à la pêche aux manuscrits, et maintenant qu'on a une petite notoriété, on en reçoit beaucoup. En fait, au risque de paraître un peu prosaïque, et c'est très simple, les manuscrits on les reçoit par la poste, parfois par mail, et c'est entre guillemets comme ça que ça fonctionne, quoi. Il y a pas de secret, il y a pas de on n'est pas une maison assez prestigieuse encore pour recevoir des choses ou que le piston fonctionne ou qu'on nous. Donc c'est vraiment des choses qu'on reçoit par la poste. Comme on adore découvrir des nouveaux auteurs, c'est la meilleure manière encore de fonctionner. Mais je pense que pour avoir travaillé auparavant dans d'autres maisons d'édition, et puis pour voir comment fonctionnent les maisons d'édition, alors peut-être que la proportion de manuscrits publiés qui arrivent par la poste se réduit au fur et à mesure de la notoriété de la maison, mais ça reste quand même le secret de tous les éditeurs. Un manuscrit, la même excitation quand on décachette l'enveloppe, et puis la lecture du manuscrit. Alors moi je le fais directement parce que je dirige une petite maison d'édition, et puis dans les grosses maisons c'est des comités de lecture, des lecteurs successifs qui découvrent ça, mais c'est une mécanique qui fonctionne toujours du même moment. Alors ça c'est pour la fiction, et pour la partie non-fiction, comme c'est souvent des parcours de vie, des témoignages, ce qui nous intéresse c'est c'est de rencontrer des personnes, des personnalités, des personnages, et de bâtir un livre, un projet éditorial autour de leur vie ou autour d'un épisode de leur vie. Donc là c'est un peu différent, même si parfois sur plusieurs livres qu'on a publiés, on avait reçu des manuscrits, soit écrits en prison, soit écrits pendant des périodes de la vie où les gens avaient envie de raconter leur histoire. Donc on a les deux. En fiction, il peut nous arriver aussi, on a lancé une collection de textes courts, de novellas, et on fait appel à des plumes du polar français qui sont publiés, qui ont une certaine notoriété auprès de nos éditeurs. Je pense à Antonin Varenne, à Jérôme Roy. Donc ça, entre guillemets, c'est des œuvres de commande, mais sinon on reçoit des manuscrits par la poste. Voilà, que c'est le fond de commerce, c'est la base du travail, c'est le seul travail de l'éditeur en fait. Donc c'est la charge de travail incompressible et qu'on doit effectuer. On en reçoit 10-12 par semaine. Bon, sachant que beaucoup de gens écrivent, comme coutume de dire, il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent, mais ce travail sur les manuscrits, il est pas le même selon le type de manuscrit sur les quelques centaines qu'on reçoit dans l'année. Tout dépend de la manière dont l'éditeur fonctionne. Nous, encore une fois, on est reconnu pour découvrir des auteurs. Donc, il va de soi qu'on est plutôt à l'affût de manuscrits. On essaye d'expliquer aux gens qui nous sollicitent. Parfois, il y a des gens qui demandent s'ils peuvent nous envoyer des manuscrits et qui regardent bien ce qu'on publie. Même si on essaye de se dégager de tous les a priori. Comme on est dans la littérature de genre, qu'on publie très peu de thrillers, voire pas du tout. On essaye d'aiguiller les gens au bon moment, parce que il n'y a pas que des bons ou des mauvais manuscrits. Il y a des bons manuscrits qui sont pas pour nous, et il y a des bons manuscrits qui peuvent aller dans d'autres maisons et qui sont pas adaptés à nous. Donc, je veux aussi que les gens aient conscience que avec un éditeur, on met une certaine image sur un projet. On peut déterminer des grilles de lecture, des éléments très théoriques et dire a posteriori ce qui nous a plu dans tel ou tel manuscrit. Et c'est très intuitif au départ. Donc si on commence avec quelques lignes, et puis si on continue, si on tourne toutes les pages, ça paraît vraiment très basique, mais si on veut être plus précis, sans un ordre, l'ordre peut varier. L'histoire, les personnages, l'écriture. Parfois, l'histoire est très simple ou très classique, un thème de vengeance par exemple, ou des histoires de cet ordre-là, mais l'écriture mérite à elle seule la publication. Parfois, ça peut être une histoire absolument extraordinaire, avec en revanche une écriture beaucoup plus simple, beaucoup moins apprêtée, et des personnages aussi très forts. Enfin voilà, ces trois éléments se mélangent, et généralement on a les trois ensemble. Il y a un élément qui est important, c'est que l'auteur arrive à créer son propre univers. Donc on sent qu'il écrive
C'est ça un peu la difficulté à la fois pour lui, sans penser au lecteur, tout en pensant au lecteur, mais sans trop y penser, et qu'il ait créé son propre univers et qu'il soit maître un peu de son projet. Qu'il ait pas juste envie de faire une bonne copie ou un bon exercice ou une bonne dissertation. Et donc il ait créé quelque chose. Alors ça peut être des choses complètement différentes, puisque moi j'ai beaucoup d'a priori, j'allais dire, contre lesquels je lutte en permanence. J'ai publié des romans qui se passaient en 2050. Si on me dit est-ce que je peux vous envoyer un manuscrit d'un bouquin d'anticipation, je dirais non. J'ai publié des thrillers alors que théoriquement je suis moins enclin à les accepter. Donc vraiment je lutte contre ces a priori. Le premier roman que j'ai publié, l'héroïne meurt au milieu du roman, c'est quelque chose qui m'aurait semblé aussi rédhibitoire. Donc j'aime bien me laisser entraîner et que l'écrivain me bluffe, quoi. C'est vrai que je cherche des auteurs où il n'y a pas trop de clichés. Mais ce qui peut être cliché pour moi peut être un effet beaucoup plus recherché pour d'autres éditeurs. Donc encore une fois, quand je refuse un manuscrit, je dis que c'est très subjectif et que l'auteur doit ainsi persévérer parce que il est possible qu'il trouve un éditeur qui lui corresponde, que le tandem fonctionne, maison d'édition et auteur. Oui, l'écriture, ce qui compte, c'est essentiellement c'est le personnage. Il s'agit pas qu'il ait une vie, j'allais dire que ce soit le gangster le plus chevronné ou le policier avec les missions les plus incroyables. C'est la manière dont il raconte les choses, sa personnalité, la manière dont il a géré sa vie, qu'il a aussi créé son propre univers de moins de valeur. Et l'écriture importe effectivement beaucoup moins, puisqu'on ne demande pas à ces gens-là d'écrire comme des professionnels d'écriture. Donc là, on fait du travail avec eux, éditorial, on fait appel à des gens qui bossent avec eux. Et c'est plus un travail qui soit de journaliste ou d'historien que de créer un univers de fiction. Mais ce qui nous intéressait, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de prendre les personnages qui font partie des mythes fondateurs du roman noir, du roman policier, de ce genre, de la littérature, et de voir quelle est la vraie vie d'un chef de la mafia, d'un braqueur de banque, d'un proxénète, d'une prostituée, d'un type qui assassine sa famille, d'une victime. Voilà, c'est de dire qu'est-ce qui se passe vraiment et comment les auteurs s'emparent de ce réel, comment les allers-retours entre le réel et la fiction, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Ouais. Ça arrive rarement, mais c'est arrivé. Mais on aime bien le faire avec eux, puisqu'ils communiquent des choses en écrivant eux-mêmes, avec leur style, avec leur maladresse, avec leur emphase, qui sont parfois loin des clichés qu'on peut imaginer. Mais sinon, oui, on leur demande pas d'être des écrivains nés. J'imagine une frustration de lecteur. Bon, moi j'ai toujours vécu entouré de livres, et ensuite j'ai toujours travaillé dans l'édition, donc ça me paraissait naturel à un moment de ma vie de me dire ben voilà, je vais moi-même créer cette maison. Et puis les éléments factuels, techniques, économiques, avec la modernisation des techniques d'impression, enfin des choses très prosaïques, le développement du numérique qui permet d'échanger avec des auteurs, des correcteurs, enfin tous les maillons de la chaîne du livre maintenant, les coûts de structure sont nettement inférieurs, donc parce qu'ils étaient dans les années 70 ou 80, donc quand on a envie de faire quelque chose, c'est encore assez accessible de monter une maison d'édition plutôt que de se dans la production cinématographique, dans d'autres secteurs de création. Il y avait quelque chose c'est un peu le résumé du livre. Le livre, c'est à la fois un objet, ça véhicule une dimension esthétique, émotionnelle, mythologique énorme, mais c'est aussi un objet composé de cahiers de papier reliés, avec son économie, avec les deux sont très liés. Donc, moi, ayant toujours travaillé dans cette partie économique et technique du livre et adorant la lecture, j'avais tous les éléments pour. La base, c'est quand même d'aimer l'écrit, d'aimer la littérature et d'aimer les auteurs. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Après, évidemment, les petits aspects techniques de l'édition, effectivement, sont indispensables, mais comme dans tout secteur d'activité. De nous l'adresser, de comprendre la subjectivité du choix éditorial, qui fait que encore une fois, un manuscrit peut être bon chez un auteur et pas chez un autre. De persévérer, de pas écouter les conseils, et de persévérer, puisque c'est effectivement de pouvoir
la possibilité de se faire éditer, puisque je crois que il faut vraiment cette foi et cette conviction, puisque c'est quand même un secteur d'activité où on doit communiquer un enthousiasme, une conviction et une foi inébranlable. Et ce travail qui est très individuel d'écriture, quand il est animé par cette confiance et cette foi, il faut persévérer. Même si c'est difficile, effectivement, il faut persévérer. Et disons que le rapport des gens qui sont pas du tout dans le domaine de la culture et de la création littéraire, il y a encore cette dimension très noble, très incroyable du livre. Donc ils sont, et puis alors, on a fait beaucoup de livres effectivement avec des tolards ou des gens qui avaient des problèmes, et c'était des problèmes avec la justice et d'expérience. Ils ont quand même un sens ça peut paraître paradoxal, des valeurs de la parole, de la confiance, c'est tout ou rien. Et donc ils ont des modes de fonctionnement qui sont parfois violents, et ça j'ai pas du tout de réhabiliter ou de montrer une quelconque fascination pour cet univers qui reste quand même l'univers de violence, de mort et de malheur. Mais c'est des gens qui sont qui ont toujours manifesté à mon égard une grande confiance, et qui ont toujours été très émus d'arriver à communiquer sous la forme d'un livre qui pour eux représente quelque chose qui était inaccessible. Et donc c'est vrai que les rapports sont très forts et sont très simples, ils sont très basiques, et c'est très gratifiant de récolter les fruits de cette confiance et de ces relations. Les histoires dans la vraie vie, elles finissent toujours mal, c'est toujours dans cet univers qui est un peu encore une fois auquel on a donné une dimension mythologique, mythique, pardon. Dans le roman noir, elles sont toujours magnifiées dans le roman noir. Il y a l'impression de toute puissance de la transgression de la loi. Et j'ai pas d'exemple de personne qui ait transgressé la loi où l'histoire ne finisse pas extrêmement mal. Dans la vraie vie, c'est toujours des tragédies. C'est toujours des tragédies, et parfois notre rôle est aussi dans la fiction d'essayer d'expliquer comment on peut avoir cette fascination pour le tragique et pour ces destins fracassés. Moi, je crois qu'on les a tous, non? Enfin, il me semble qu'on a tous quand on est gamin, quand on joue aux cow-boys et aux indiens, on aime plutôt être les indiens, on aime plutôt être le voleur que les gendarmes, ou c'est toujours des histoires compliquées, parce que c'est souvent les personnes qui sont dans la transgression comme ça se posent souvent des questions morales sur le bien, le mal, sur la destinée. Ils sont très souvent très enclins à manifester leur envie de mener leur vie comme ils l'entendent, en dehors des carcans. Donc je pense que c'est des questions qu'on se pose dans le monde contemporain, tous et toutes, de savoir est-ce que j'ai fait les bons choix de vie, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais né ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi de faire ça. Et puis il y a une notion de toute puissance de celui qui n'accepte que la sanction qui n'accepte pas la sanction de la société, en fait. Il y a une notion de toute puissance qui est toujours un peu fascinante.